fait un test de son. Ça va? Est-ce que tout le monde m'entend? Non. OK, je peux faire une de deux choses. Je peux parler plus fort ou on peut essayer de trouver un micro qui va bien. C'est bon? Alors, ils disent toujours qu'il faut faire une phrase ou deux pour vérifier que tout va bien. Alors, c'est l'heure de commencer. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information de la Société de transport de Montréal sur le projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Je vous remercie de vous être déplacés jusqu'ici et nous allons faire en sorte d'essayer de donner la parole à tout le monde qui veut s'exprimer ou du moins poser des questions. La séance de ce soir va se dérouler en français. Toutefois, nous invitons les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais à le faire. This meeting will be conducted in French, but anyone who would prefer to address the Commission in English or ask questions in English may do so. For your information, English copies of the presentation that STM will make tonight are available at the reception table and will be posted on the STM website in the coming days. Je m'appelle Marguerite Bourgeois. J'ai été nommée présidente de la commission par la STM. Je suis secondée par mes collègues commissaires Joshua Wolf et Radwan Torkmani. Nous sommes appuyés dans nos travaux par Stéphanie Wells, secrétaire analyste. La séance de ce soir est sténographiée et fait l'objet de captations vidéo. La vidéo ainsi que la transcription de l'audience feront partie du dossier de documentation de la consultation et seront déposées prochainement sur le site web de la STM. Il se pourrait également que la STM prenne des photos pour ses archives ou pour les utiliser dans ses communications. Si vous ne souhaitez pas être photographié ou filmé, veuillez en aviser les personnes à la table d'accueil. Quelques mots maintenant sur la consultation publique. Cette consultation s'adresse à vous, les citoyens. Vous avez le droit d'être renseignés sur les projets susceptibles de modifier votre cadre de vie. Vous avez aussi le droit de faire valoir votre opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions relativement à ces projets. Dans un souci de vous inclure dans l'élaboration de ces projets de modernisation et d'expansion du réseau de métro, la STM s'est dotée d'une politique de consultation publique pour mettre en place un processus qu'elle souhaite crédible, transparent et efficace. Les commissaires ne sont pas des employés de la STM ni des fonctionnaires et ne sont pas non plus des élus. Chaque membre de cette commission agit donc à titre indépendant et neutre. En vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun et de sa politique corporative de consultation publique, le Conseil d'administration de la STM a autorisé la création de notre commission le 4 décembre 2019. Nous sommes responsables de tenir une consultation publique sur le prolongement de la ligne bleue du métro et, plus particulièrement, sur la conception des futures installations de la STM. On entend par là les stations de métro, les stations auxiliaires, les postes de district, les terminus d'autobus, etc. Nous avons le mandat de vous informer sur le projet, de recueillir vos commentaires et opinions et de rédiger un rapport dans lequel nous présenterons des conclusions, des avis et des recommandations à la lumière de ce que nous aurons entendu. Dans le but de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, la STM a fait distribuer plus de 39 000 feuillets d'information dans les quartiers concernés. Ces dépliants sont également disponibles à la table d'accueil. Un avis public a été publié dans différents journaux et des panneaux d'information ont été installés à proximité des futures installations. L'ensemble des documents d'information sur le projet sont aussi mis à votre disposition sur le site web de la STM. La consultation publique comprend deux étapes. La première étape, qui a lieu ce soir,
Et c'est-à-dire cette première étape va se terminer ce soir et elle vise à vous présenter toute l'information possible sur le projet. C'est donc le temps de poser des questions et non d'exprimer des opinions. C'est le temps d'obtenir toutefois toute l'information dont vous avez besoin pour exprimer vos opinions. La deuxième étape de la consultation est consacrée, elle, à l'expression des opinions. Elle aura lieu du 26 février au 4 mars prochain. C'est à ce moment-là que vous pourrez nous faire part de vos préoccupations, propositions et points de vue à l'égard du projet. Vous pourrez présenter votre opinion à la commission de 4 façons différentes, soit en remplaçant le questionnaire guidé qui se trouve sur le site web de la STM, par écrit et de façon verbale lors d'une séance d'expression des opinions, de façon purement verbale lors d'une des séances d'expression des opinions, et par écrit sous forme d'un mémoire, d'un courriel ou d'une lettre. Pour obtenir plus de détails sur les différentes options, sur les façons de faire, sur les dates limites d'inscription et sur les dates limites d'envoi de vos opinions écrites, veuillez s'il vous plaît vous référer à la table d'accueil. Une fois l'étape de l'expression des opinions franchie, nous analyserons l'information reçue et les opinions exprimées. Nous rédigerons un rapport que nous remettrons au comité suivi des actifs du conseil d'administration de la STM à l'été 2020. Ce rapport sera rendu public. Le rapport de la commission a une valeur consultative, ce qui veut dire que les décisions finales relatives au projet de prolongement de la ligne bleue ne nous appartiennent pas, mais elles appartiennent au conseil d'administration de la STM. Venons-en maintenant au déroulement de la séance d'information de ce soir. Dans quelques instants, j'inviterai la STM à présenter le projet. La Ville de Montréal présentera également sa vision préliminaire de mise en valeur du secteur afin de vous donner davantage d'informations sur le contexte dans lequel se feront les travaux. Après cette présentation, nous prendrons une pause d'une quinzaine de minutes. C'est à ce moment-là que les personnes qui souhaitent poser des questions pourront s'inscrire au registre à la table d'accueil. Au retour de la pause, j'appellerai tour à tour les personnes inscrites à se présenter au micro à l'avant selon l'ordre d'inscription. Le registre d'inscription restera ouvert jusqu'à 21 h. Ma tâche principale à titre de présidente de commission est de favoriser votre participation et de vous permettre de bien vous renseigner sur le projet. Pour y arriver, rien de tel qu'un climat serein et courtois. Je vous demanderai donc de faire des interventions dans cet esprit. Pourriez-vous aussi activer dès maintenant la fonction silence de vos téléphones cellulaires? Finalement, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette séance d'information et qui contribuent à son bon déroulement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très agréable et fructueuse soirée. J'invite maintenant Mme Maha Clour, directrice de projet principal à la STM, à nous présenter la personne qui l'accompagne à l'avant, puis à débuter sa présentation. Bonsoir. Merci, Madame la Présidente et Messieurs les commissaires. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Merci de vous être déplacés ce soir pour cette 4e soirée d'information sur le projet du prolongement à la ligne bleue. Alors, je suis accompagnée ce soir de mon collègue de la Ville de Montréal, M. Karim Charef, qui est chef d'équipe de l'urbanisme à la Ville. Alors, juste avant de commencer à vous parler de ce beau projet, je remarque que plusieurs d'entre vous ont reçu un crayon à l'arrivée à votre inscription et des baguettes. Votre crayon est bien évidemment l'effigie du prolongement de la ligne bleue. Ce crayon a plusieurs utilités, la première étant bien évidemment pour pouvoir prendre des notes ce soir, pour vous permettre aussi d'écrire vos mémoires, vos opinions écrites. Mais une fois complété, il y a une autre fonction. Vous allez pouvoir justement l'utiliser pour d'autres choses. Donc, ce que vous remarquez sur le bout de votre crayon, il y a une petite capsule verte. Cette capsule-là contient des graines de plante de myosotis. La plante de myosotis, c'est une fleur bleue, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, lorsque vous avez complété son utilisation, vous allez pouvoir le tourner à l'envers puis le planter comme vous le voyez sur l'écran.
et voir fleurir une belle fleur bleue, un peu comme le prolongement de la ligne bleue qui va émerger dans l'est de la ville de Montréal. C'est très poétique. Alors, retournons à nos moutons, le prolongement de la ligne bleue. Alors, une petite brève mise en contexte. Il y a beaucoup d'informations sur l'écran, je vais vous le dire dans mes mots. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'en 2016, il y a une nouvelle loi sur la gouvernance qui a été adoptée et qui indiquait notamment que la STM devenait gestionnaire du projet du prolongement de la ligne bleue. Depuis, donc essentiellement depuis 2018, la STM travaille activement avec les partenaires du projet, dont nombreux sont parmi nous ce soir, pour justement assurer que toutes les activités qui sont reliées à ce beau projet se réalisent de façon concertée pour assurer une mise en service dans les prochaines années. Alors, c'est quoi le prolongement de la ligne bleue? Vous avez sûrement eu l'occasion de voir le tracé sur le dépliant que vous avez sûrement reçu à la maison ou sur certaines affiches ou sur le web, sur le site web de la STM. On parle de la construction de 5 nouvelles stations en partant de la station terminale de la ligne bleue actuelle, qui est la station Saint-Michel. On parle d'un nouveau tunnel de métro d'une longueur d'à peu près 6 km. On parle aussi de plusieurs structures opérationnelles. C'est quoi des structures opérationnelles? C'est des bâtiments hors terre qui sont également nécessaires pour faire fonctionner le métro. Donc, on parle d'une station, on parle d'édicules qui sont nos accès au métro. Il y a différents types d'infrastructures qui sont également nécessaires pour assurer le bon fonctionnement. Des terminus d'autobus, il y en a 2 dans le cadre du projet. Un stationnement incitatif. Il y a un garage de train pour garer les trains du métro. On parle aussi d'une correspondance avec le service Rapide Bus P9, donc le SRB P9 dans l'axe boulevard P9. On parle aussi de structures auxiliaires et de sorties de secours. Je vous en parlerai un peu plus en détail tantôt. D'un centre de service et d'un poste d'alimentation électrique qui va assurer l'alimentation électrique du prolongement. Alors, c'est sûrement ce que vous avez vu comme image. Est-ce que vous voyez mon pointeur? Plus ou moins. Essentiellement, on ne le voit vraiment pas du tout, en fait. Non, on ne le voit pas du tout. OK. Bon, essentiellement, on part de, si on regarde à gauche de l'écran, on part bien évidemment de la station Saint-Michel, pour ceux qui la connaissent. Ce qu'on voit apparaître en encadré noir, c'est les nouvelles stations. On est conscient que plusieurs de ces noms existent déjà dans le réseau du métro. C'est des noms temporaires. Il y a des mécanismes qui sont en place actuellement pour déterminer des nouveaux noms pour ces stations-là. Ça va être communiqué au public en temps et lieu. Donc, on part de l'ouest pour se rendre vers l'est. On ramasse essentiellement les principales intersections. Donc, on est essentiellement dans l'axe Jean-Talon, puis on croise le boulevard P9 pour la future station P9, Viau, Lacordaire, L'Angelier. Puis après ça, on vient faire un petit détour pour rejoindre l'axe Bélanger et aboutir à Anjou. On voit également entre deux stations, donc à des interstations, ce qu'on appelle justement des structures auxiliaires. Je vous donnerai un peu plus d'informations là-dessus tantôt. Puis essentiellement, comme je vous dis, c'est vraiment entre deux stations, puis on vient aboutir avec une dernière structure auxiliaire juste à l'est de l'autoroute 25. Les bénéfices d'un projet comme le prolongement, bien évidemment, l'objectif, c'est d'améliorer la mobilité à l'échelle de la région. On veut renforcer l'intermodalité et l'utilisation conviviale des différents modes de transport, donc pas juste de métro, on parle de différents modes de transport. On veut appuyer le développement économique et urbain du secteur. On veut intégrer des aménagements qui assurent l'accessibilité universelle. Quand on parle d'accessibilité universelle, on ne parle pas juste d'ascenseur, on parle de tout un parcours sécuritaire et fluide pour toute notre clientèle. Puis, on veut aussi un projet durable qui vise une certification Envision. Pour ceux et celles qui connaissent c'est quoi une certification LEED, on est vraiment axé développement durable. Envision, c'est une certification qui est mieux adaptée pour le métro. Puis, bien évidemment, donc, préconise l'intégration d'éléments de développement durable, mais aussi des démarches, justement, d'intégration de la communauté, un peu comme on fait ce soir. Si vous me permettez, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, en parlant de jalons du projet, comme je vous ai mentionné en introduction, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée qui indiquait que la STM devenait gestionnaire du projet. Ça fait longtemps qu'on entend parler de la ligne bleue. On est très conscients. En fait, il y a eu plusieurs études qui ont été faites dans le passé. Les dernières études datent de 2016. À ce moment-là, le bureau d'études de l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport, avait déterminé justement le tracé du projet et la localisation des différentes stations. Donc aujourd'hui, puis je pense que Mme la Présidente l'a bien expliqué tantôt dans l'introduction, l'objectif, c'est de ne pas remettre en question la localisation des stations ou le tracé en tant que tel.
L'objectif, c'est de parler de l'intégration de ces différentes infrastructures et de leur conception. Donc, depuis 2018, on travaille activement avec nos partenaires pardon, pour mettre à jour ces études. Ça m'arrive à toutes les fois. C'est ça qui arrive quand je parle trop. de mettre à jour ces études, vraiment, je m'excuse. On est en processus d'acquisition de terrain aussi, donc ça aussi, je vais en parler un petit peu plus tantôt. On fait différents relevés et analyses dans le secteur. Alors, les gens qui habitent dans le secteur, vous avez peut-être déjà vu un petit peu d'activité. Là, on est justement à faire des relevés d'ingénierie, donc on démarre notre ingénierie. Puis aussi, on démarre la conception architecturale de ces stations-là. Puis ça aussi, je ne vais pas tout vous voler mes punchs, je vous en parlerai un petit peu tantôt. On fait beaucoup d'arrimage aussi avec les autres chantiers du secteur. Donc, j'ai mentionné le SRB P9 qui est déjà en travaux. Alors, ceux qui habitent le secteur ont sûrement vu aussi beaucoup de travaux puis d'activités dans l'axe P9, puis on en a encore pour un petit peu de temps. Puis, il y a certains travaux préparatoires qui sont également prévus. Tout ça pour démarrer le projet, les travaux en tant que tels, en 2021. Donc, certaines de ces études-là qu'on réalise aujourd'hui, c'est justement pour voir quelles mesures de mitigation qu'on va mettre en place pour minimiser les impacts de ce chantier-là, qui est quand même d'envergure, puis on en est conscient. Les travaux vont se réaliser essentiellement entre 2021 et 2026, et on prévoit une mise en service du prolongement en 2026. Alors, la démarche de consultation, Madame la Présidente en a parlé un petit peu tantôt. On est dans l'étape de la commission publique. Donc, ce soir, c'est la dernière soirée. Là, on en a fait 4, la dernière soirée d'information. Après ça, c'est à votre tour. On veut vous écouter. Donc, on aura des soirées d'audience où vous allez être invités à venir nous déposer et nous présenter vos mémoires ou vos opinions écrites. Donc, ça se déroule d'ici le début mars. Par la suite, nos commissaires vont travailler fort pour nous déposer un rapport de recommandation. Donc, essentiellement, ils vont recueillir tous vos commentaires, tout ce qui sera dit durant ces consultations-là, pour nous émettre un rapport avec certaines recommandations au niveau du projet. Ce rapport va être déposé à la STM et par la suite va cheminer au niveau de la ville. L'objectif ultime, c'est qu'à l'automne prochain, on adopte un nouveau règlement d'urbanisme qui va permettre l'émission des permis requis pour réaliser les travaux. Alors, si on regarde l'écran, on est rendu à l'étape bleu clair, l'étape 2 qui est la consultation publique. L'étape 1, donc essentiellement ce que ça dit ici, c'est que on ne vient pas juste de commencer à discuter avec les citoyens du secteur. Ça fait depuis quelques mois maintenant, depuis l'automne dernier, qu'on fait plusieurs activités, plusieurs soirées d'information, des rencontres avec des représentants de groupes communautaires, justement pour mieux comprendre le secteur. C'est un peu l'objectif. Ce soir, on parle à nos citoyens dans la grande région. Et après tout ça, après le rapport de recommandation, l'intention, c'est justement pour nos architectes concepteurs, pour notre ingénierie, de pouvoir être influencés par ce qui est dit aujourd'hui via cette commission pour pouvoir émettre une conception architecturale qui répond bien à ces critères-là qui seront identifiés suite à la commission. Donc, on prévoit justement vous rendre disponibles les rendus des concepts architecturaux, donc le visuel de ces nouvelles stations au cours des prochains mois. Donc, dès que c'est possible, il va y avoir des mécanismes prévus à cet effet, puis on va pouvoir les partager avec vous. On va également se revoir à plusieurs reprises, ce ne sera pas la première ni la dernière fois. On va se revoir cet automne pour des séances d'information sur les mesures de mitigation. Comme je mentionnais tantôt, on fait déjà des études justement pour voir quel type de mesures qu'on va mettre en place pour tenter de réduire les impacts de notre chantier. Ce n'est pas la première fois que la STM fait des gros projets d'envergure de ce genre. On a des mesures de mitigation qu'on a déjà testées, qui sont éprouvées, qu'on sait qui fonctionnent. Par contre, c'est important pour nous de bien comprendre le secteur dans lequel on va travailler. Donc, on veut s'adapter à ce secteur-là. On va venir vous présenter tous ces éléments à l'automne. Puis par la suite, lorsque les travaux vont se réaliser en 2021-2026, il va y avoir d'autres mécanismes, d'autres canaux de communication qui vont vous permettre de suivre l'évolution, mais également nous permettre de continuer à vous parler puis de vous écouter. Puis s'il y a des éléments qu'on doit prendre en compte, qu'on n'est pas nécessairement au courant ou qu'on doit utiliser ou connaître pour pouvoir ajuster nos façons de faire, bien, ça va être le moment pour vous exprimer. Maintenant, je vais céder la parole à mon collègue, M. Charef. On parle de la vision de la Ville de Montréal. Le mandat de la STM, c'est réaliser le prolongement de la ligne bleue, mais on est très sensible à l'environnement dans lequel le prolongement s'inscrit. Donc, on travaille de pair et très étroitement avec la Ville et les arrondissements concernés, justement, pour nous assurer que les lignes directrices de ce prolongement, la façon de s'intégrer dans son environnement, s'inscrit dans la vision de la Ville de Montréal que M. Charest va vous présenter.
Merci, messieurs, dames, bonsoir. Madame, messieurs, les membres de la commission, bonsoir. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Ville de Montréal s'associe et accompagne la STM dans le cadre de cette consultation publique qui porte sur un projet qui va véritablement changer le visage de l'Est de Montréal. Pour la Ville de Montréal, le projet de métro est plus qu'un projet de transport collectif. C'est un formidable levier de développement économique, de développement urbain, de développement social et de mise en valeur de cette partie de la ville au bénéfice des citoyens et des citoyennes. La vision que la Ville soutient entend orienter cette mise en valeur au bénéfice donc, de la population qui sera prochainement desservie pour maximiser les retombées de cet investissement majeur du gouvernement du Québec. Donc, ça s'inscrit véritablement dans cette perspective. Alors, cette vision que je vous expose, là, vraiment dans ces grandes lignes, elle incarne les 4 grandes priorités de l'administration municipale, à savoir la mobilité active et collective, le développement économique, la transition écologique. On est aujourd'hui dans un impératif, une exigence de transition écologique et toute la question de l'habitation. Donc, cette vision aussi, elle va contribuer à insuffler un nouvel élan pour l'Est de Montréal, un petit peu dans la foulée où ça fait écho à la déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'Est de Montréal. Donc, ça s'inscrit dans cette perspective. Ça va constituer aussi la feuille de route pour guider les efforts de mise en valeur du secteur qui sera prochainement desservi pour maximiser les retombées. C'est aussi pour la Ville et pour ses partenaires une formidable occasion de repenser la mobilité, de repenser l'aménagement dans cette portion de la Ville avec l'arrivée du métro. C'est aussi une occasion d'orienter le renouveau et les interventions aux abords des futures stations de métro à travers des critères, des balises qui sont contenus dans un document qui va être incessamment disponible en ligne. Alors, ces 3 grandes orientations qui vont se décliner en objectifs, donc on veut que le prolongement du métro soit un vecteur du renouveau urbain de cette partie de la ville, une mobilité collective et active entièrement repensée à la faveur de la population qui sera desservie, puis un renouveau du secteur qui soit en phase avec la transition écologique, donc qui limite son empreinte écologique. Alors ces grandes orientations se déclinent en objectifs un peu plus précis, en fait c'est plus des cibles que la Ville soutient. En matière de renouveau du secteur, il est question ici de diversifier les activités urbaines, de façon à instaurer de nouveaux milieux de vie complets et animés, mais aussi en intégration avec les milieux établis, les milieux existants. L'arrivée du métro, c'est une occasion aussi de densifier les abords des futures stations de métro, que ce soit par-dessus, à côté, donc dans un esprit un petit peu de transit-oriented development. Deuxième grande orientation qui s'articule autour de la mobilité, donc il y a un objectif qui a trait à la redéfinition du maillage et déplacement collectif avec les stations de métro comme point d'ancrage. Donc c'est l'occasion de redéfinir entièrement le patron des déplacements collectifs dans le secteur. Pour l'administration municipale, il est important de remettre le piéton au cœur de la mobilité dans le secteur. Donc, comment est-ce qu'on se rend aux futures stations de métro par la marche de façon prioritaire, mais aussi tous les modes actifs aussi. C'est aussi l'occasion d'assurer une mobilité innovante. Donc, toutes les innovations en matière de mobilité vont être testées, vont être déployées avec l'arrivée des 5 stations. Et finalement, la troisième grande orientation en lien avec la transition écologique, il y a des objectifs affirmés de l'administration municipale pour accroître généreusement le couvert végétal. On est dans un secteur où c'est des immenses îlots de chaleur, de vastes stationnements. Là, quand on regarde dans l'image les stationnements qui desservent les centres d'achat, donc c'est de vastes îlots de chaleur. On a là l'occasion
de verdir de façon généreuse, une gestion écologique des eaux. Il y a aussi une volonté de l'administration municipale d'assurer une qualité architecturale et du design urbain dans les aménagements qui seront faits à la faveur, avec l'arrivée des 5 nouvelles stations. Donc, orientation, objectif, le tout se décline en balises plus fines à l'égard de chacune des stations, puis donc les sites des stations, mais aussi les abords immédiats dans un rayon de 500 mètres environ, où il est question d'orienter le renouveau de ces abords. On parle de requalifier des grands centres d'achat qui ont été construits dans les années 50, 60, 70. Donc là, il y a une occasion de revoir le type de développement qui est possible de faire à ces endroits. Donc c'est un exemple. Donc pour chacune des stations, donc il y a un travail qui a été fait. Et finalement, pour conclure cette présentation de la ville, pour les prochaines étapes qui concernent la ville et les arrondissements, après la présentation de cette vision, puis le dépôt de la vision de la ville sur le site Internet, notamment de la ville et de la STM, il y a pour votre information l'adoption prochaine par l'arrondissement de Saint-Léonard d'un programme particulier qui touche en fait la rue Jean Talon entre l'Angelier, l'axe Langelier et l'axe Viau. Donc c'est complètement une redéfinition de la rue Jean Talon et de ses abords. Donc ça va donner un petit peu le ton que la ville entend insuffler à ce secteur. L'adoption du projet de règlement, donc un règlement d'agglomération pour permettre la réalisation du métro. Donc c'est un projet qui va être présenté au conseil d'agglomération compte tenu de l'envergure du projet. Puis, donc, d'ici 2026, la ville va déployer toutes sortes d'outils en concertation avec les arrondissements pour encadrer le développement. Donc, c'est des outils d'urbanisme qui seront développés à cet égard. D'ici la fin du projet, donc la ville et les arrondissements collaborent déjà étroitement avec l'ASTM et ses partenaires, que ce soit dans la phase de la planification du projet La Ligne Bleue, mais aussi dans la phase de la mise en œuvre. Donc, on entend là par le chantier. Donc, il va y avoir une étroite collaboration qui va se faire ville, arrondissement, STM et l'ensemble des partenaires, de façon à avoir un projet au final qui soit le plus intégré possible, au bénéfice de la population. Merci pour votre attention. Merci, Karim. Donc, M. Charret vous a parlé beaucoup de la vision de la ville et de l'intégration urbaine et la qualité architecturale à l'échelle du secteur, du territoire. Moi, je vais plutôt vous parler maintenant de la démarche architecturale au niveau des stations en tant que telles. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, le réseau de métro de Montréal est reconnu mondialement par le fait qu'il est conçu selon une orientation d'une conception unique par station. Ce que ça veut dire, c'est que chaque station du réseau de métro a une identité unique. Donc, on voulait bien évidemment, on a un grand souci par rapport à ça à la STM, puis on voulait maintenir cette orientation au niveau du prolongement. Pour justement garder une certaine indépendance au niveau des choix architecturaux retenus pour le prolongement, on a mis sur pied l'année dernière un comité consultatif d'intégration architecturale urbaine et patrimoniale, communément appelé le CIOP, qui est un comité sur lequel siègent notamment des experts du milieu de chacun des domaines, mais également des élus et des représentants du projet. L'objectif de ce comité, comme je l'ai dit tantôt, c'est de garder une certaine vigie sur les choix architecturaux qui sont faits et la façon que ces nouvelles infrastructures vont s'intégrer dans leur environnement. Donc, ce comité est déjà en travaux depuis l'an dernier. Et pour ceux et celles qui suivent peut-être un peu les médias, vous avez sûrement aussi appris dernièrement qu'on a sélectionné les 5 firmes d'architectes qui vont concevoir chacune des stations, donc toujours dans l'orientation d'avoir une conception unique par station. Ces architectes-là ont commencé déjà à s'installer dans le bureau de projet avec nos ingénieurs. La conception démarre, donc on est vraiment au tout début du processus. D'où l'importance de vous parler dès aujourd'hui, parce que comme je mentionnais d'entrée de jeu, tout ce qui va ressortir dans cette commission va pouvoir influencer ces architectes-là pour la suite des choses. Maintenant, en termes de lieu d'implantation des futures stations, je vais juste vous expliquer aujourd'hui ce qu'on vous présente, c'est vraiment le lieu de l'implantation. Donc, comme j'ai mentionné il y a quelques secondes, il n'y a pas de rendu conceptuel ou visuel de ces nouvelles stations. Ça va venir au courant des prochains mois, puis on va vous les communiquer en temps et lieu. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des blocages d'espace pour que vous compreniez comment les infrastructures vont s'implanter dans l'environnement.
Il y a un avantage à ça, c'est important de le savoir. On est vraiment en amont. Normalement, dans des consultations publiques, on arrive un peu plus tard dans le processus, donc il y a des décisions ou des choix ou des gestes qui sont déjà pris. Aujourd'hui, on vous dit qu'on est vraiment au tout début du processus, donc c'est là l'importance et l'opportunité de vous entendre puis de vous exprimer parce que vous allez pouvoir nous influencer au courant des prochaines étapes. L'autre chose que je veux mentionner aussi, c'est que j'ai parlé tantôt d'acquisition de terrain. Il y a un processus qui est déjà mis sur pied, qui est déjà en cours depuis maintenant presque 2 ans. C'est important de savoir aujourd'hui que tous celles et ceux, tous propriétaires qui sont touchés par ces acquisitions ont déjà été informés. Donc, parce qu'on a déjà eu des questions de « on reste dans le coin, on n'est pas loin, est-ce que ça pourrait qu'on soit avisé? » Non, si vous n'avez rien reçu aujourd'hui, ça veut dire que vous n'allez pas être touché par les acquisitions. Alors, on va partir de Saint-Michel. Pour ceux qui connaissent un peu le secteur, on est, malheureusement, je n'ai pas de pointeur, mais dans le fond, on est, où est-ce que vous voyez le bleu clair, le carré bleu clair, juste à côté, c'est l'édicule principal, donc l'édicule principal de la station terminale actuelle, qui est la station Saint-Michel. Jusqu'à côté, on va construire ce qu'on appelle un poste de district et un centre de service. C'est un bâtiment hors terre qui abrite ces deux fonctions-là. Le centre de service, c'est un centre pour les employés de la STM. Donc, ce n'est pas un bâtiment qui va être accessible au public, mais plutôt pour les employés de la STM qui vont devoir intervenir sur la ligne en cas d'incident ou pour des réparations quelconques. Puis, un poste de district, comme je l'ai dit tantôt, c'est un poste qui permettra d'alimenter électriquement le prolongement de la ligne bleue. Ensuite, on se rend à la première intersection pour les nouvelles stations, qui est la nouvelle station P9, à l'intersection Jean Talon et du boulevard P9. La particularité de cette station ici, c'est que ce qu'on voit en plein milieu du boulevard P9, les deux bandes vertes, c'est ce qu'on appelle les édicules du SRB P9, du service rapide bus. Ça, ces travaux-là sont déjà en cours. C'est une autre équipe de la STM qui se charge de ce projet. Mais bien évidemment, on est une grande famille à l'STM, on se parle tous, on est bien arrimés au niveau de nos travaux. Ultimement, c'est important de mentionner qu'ultimement, dans le mandat du SRB P9, ils vont construire un tunnel en souterrain piétonnier qui va permettre de relier les édicules du SRB P9 à la nouvelle station P9. Je dis qu'ils ont le mandat de le construire parce que, justement, on ne veut pas faire déranger les gens et créer des entraves 2 fois sur une même rue. Donc, ils vont réaliser ces travaux-là, considérant qu'ils sont là avant nous. Ultimement, ce tunnel-là va permettre de raccorder, comme j'ai dit, les édicules du SRB à la nouvelle station. Il va y avoir des installations accessibles universellement. Donc, tous les édicules et les édicules du SRB, ainsi que les édicules secondaires et principales de cette station vont être accessibles via des ascenseurs. Ce qu'on voit par les indications EP et ES, EP, c'est l'édicule principal, ES, l'édicule secondaire. Le T, en bleu plein, c'est un terminus d'autobus, donc un bâtiment annexé à l'édicule principal. Et le T, en pointillé, un peu plus pâle, c'est l'espace dédié justement à la clientèle pour pouvoir transiger vers d'autres modes de transport. Donc, pour ceux qui arrivent en autobus, qui veulent aller au métro ou vice-versa. Il y a aussi un petit rectangle bleu, un peu plus à l'est. Ça, c'est une sortie de secours. Donc, comme je mentionnais d'entrée de jeu, il y a des équipements, des infrastructures opérationnelles qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement. Quand on construit un métro, on doit se mettre conforme à des normes de construction. Et ces normes-là, c'est des normes aussi de sécurité. Donc, on doit respecter des distances de parcours pour pouvoir évacuer les gens en cas d'urgence. Donc, ça, c'est une sortie de secours qui sert à cet effet. Prochaine intersection, station Viau, à l'intersection du boulevard Viau et de la rue Jean Talon. Donc, encore une fois, EP pour édicule principal, ES pour édicule secondaire et le petit rectangle un peu plus à l'ouest de l'édicule principal étant la sortie de secours. Station Lacordaire, donc édicule principal, édicule secondaire et une sortie de secours un peu dans le parc. Ensuite, à l'Angelier, édicule principal, édicule secondaire et la sortie de secours un peu plus à l'est. Pour aboutir à Anjou, donc on est dans l'axe de la rue Bélanger. Essentiellement, on est dans l'aire de stationnement du centre commercial des Galeries d'Anjou. Considérant que la station Anjou, c'est une station terminale, on a 2 édicules secondaires, donc une édicule principale qui est vraiment sur l'intersection du boulevard des Galeries d'Anjou et de la rue Bélanger, et 2 édicules secondaires. On a un bâtiment un peu plus à l'est, proche de l'autoroute 25, qui est indiqué par un P. Ça, c'est l'accès véhiculaire au stationnement incitatif en souterrain.
Donc, c'est par là qu'on rentre, mais on rentre par ça en souterrain, bien évidemment. Puis le stationnement incitatif se trouve en dessous de l'aire de stationnement actuelle du centre d'achat. Puis encore une fois, ici, on a un terminus d'autobus et une aire dédiée à la clientèle pour pouvoir accéder aux différents modes de transport. Je vous ai parlé aussi tantôt de structures auxiliaires. Donc, c'est quoi des structures auxiliaires? C'est des bâtiments hors terre qui abritent des postes de ventilation mécanique. Ces structures auxiliaires se trouvent à des interstations, donc entre deux stations. Ils sont requis, sont essentiels pour pouvoir ventiler le tunnel du métro, pour évacuer les eaux d'infiltration, puis également pour servir de sortie de secours en cas d'urgence. Toutes ces structures de ventilation sont équipées de silencieux spécialisés. Vous ne le savez peut-être même pas, mais on a plusieurs structures auxiliaires, dont plusieurs bâtiments de ce type qui sont déjà sur le territoire montréalais. Ils sont bien camouflés. L'intention, bien évidemment, c'est de bien les intégrer dans leur environnement. Donc, c'est correct de ne pas les voir, puis on est heureux qu'on ne les voit pas, mais on vous montre justement un rendu visuel d'une structure qui est actuellement en construction dans le secteur Ville-Saint-Laurent. Mais tout ça pour vous dire qu'on s'adapte à son environnement. Donc, ce n'est pas une allure type, ce n'est pas un look type pour ces structures-là. Ils varient selon leur environnement et selon les exigences de l'arrondissement. Donc, la première structure auxiliaire est une structure auxiliaire existante qui se trouve actuellement dans le parc Michel-Ange, qui est juste à l'est de la station Saint-Michel. Donc, elle permet de ventiler l'arrière-gare de la station Saint-Michel, l'arrière-gare étant le prolongement du tunnel qui n'est pas accessible au public, mais qui permet le retournement des trains de métro pour se virer le bord puis revenir dans l'autre sens. Par la suite, on rajoute les nouvelles structures auxiliaires. La première de ces nouvelles-là étant sur le coin du boulevard Provencher et la rue Jean-Talon dans une aire de stationnement. Ensuite, une autre dans l'accès au stationnement de l'église de la paroisse Saint-Gilbert sur la rue des Angevins. Ensuite, une autre sur le coin de la rue de la Villanelle et de la rue Jean-Talon. Et après ça, vous vous rappelez, le tunnel, le tracé bifurque un peu pour rejoindre éventuellement l'axe de la rue Bélanger. Et on aboutit ici dans le parc boisé Jean-Milot pour finalement se retrouver à l'est de l'autoroute 25 dans un aire de stationnement sur le boulevard Châteauneuf au coin de l'avenue Boreau. Donc, cette structure-là se trouve maintenant dans l'arrière-gare de la station Anjou. En termes de planification des travaux, alors comme je mentionnais tantôt, on est justement, à travers toutes les études de l'ingénierie qui est en cours actuellement, à réfléchir quelles mesures qu'on va mettre en place pour tenter de minimiser et atténuer les impacts de ce chantier d'envergure. Donc, il y a plusieurs études qui sont en cours, notamment au niveau de la circulation, du maintien de la circulation, ainsi que la circulation après les travaux. Tout ce qui est évaluation de la qualité des sols, bruit, poussière, etc. On a plusieurs mesures qui sont déjà testées, qu'on sait qui fonctionnent, mais on veut s'adapter bien évidemment à notre environnement. Puis comme je vous ai mentionné tantôt, on prévoit revenir cet automne pour vous les présenter. Une fois toutes ces études-là faites et toutes ces mesures identifiées, après ça, on se retrouve justement dans la période des travaux. C'est important que vous le sachiez. On va continuer à vous parler. Il va y avoir différents mécanismes disponibles. On va avoir sur le terrain ce qu'on appelle des agents de liaison. C'est des représentants de la STM qui vont être bien identifiés. Donc, pour les riverains de ces chantiers-là qui ont besoin d'aller parler à quelqu'un, un représentant du projet, vous allez pouvoir accéder facilement à ces gens-là, avoir une approche un peu plus personnalisée. On a aussi l'habitude de former ce qu'on appelle des comités citoyens. Donc, pour celles et ceux que ça leur intéresse, vous allez pouvoir participer. On va vous rencontrer régulièrement pour vous présenter les prochains jalons du projet puis vous mettre un peu à jour. Il y aura différents canaux aussi disponibles. On a un site web qui est alimenté puis qui est mis à jour régulièrement. Vous allez pouvoir vous inscrire à des bulletins électroniques pour recevoir les informations. Donc, il va y avoir différents outils qui vont être à votre disposition pour suivre le projet. Donc, à venir cette année, on est à notre dernière soirée d'information. Après ça, on commence les séances d'expression des opinions. Donc, les dates sont indiquées à l'écran. C'est important de retenir que si vous êtes, puis on vous recommande fortement de le faire, vous encourage de le faire, mais si vous avez l'intention de nous écrire et vous présenter en personne pour présenter votre mémoire, votre opinion écrite, c'est important de nous déposer votre mémoire au moins 3 jours avant la date ciblée à laquelle vous voulez participer. Sinon, vous pouvez tout simplement nous déposer votre mémoire et vous n'aurez pas besoin de vous présenter. À ce moment-là, la date limite, c'est le 4 mars. Vous pouvez aussi vous inscrire à une soirée pour vous présenter sans nécessairement nous écrire. Ça aussi, c'est possible. Il faut juste vous inscrire à l'avance en ligne si possible.
Pour celles et ceux qui ne savent pas trop comment s'y prendre et qui désirent nous écrire, il y a plusieurs outils qui sont à votre disposition, notamment sur le site Web, un questionnaire qui va pouvoir vous guider là-dedans. Donc, l'adresse courriel, le site Web, en fait, l'adresse du site Web où vous pouvez aller chercher toutes les informations. On a également une ligne téléphonique STM Info. Par contre, si vous appelez, je vous demanderai si vous voulez parler à un représentant, si vous voulez un représentant du projet qui vous rappelle, il faudrait le dire à l'agent de service à la clientèle pour qu'on puisse, après ça, avoir la chance de vous rappeler. Donc, les prochaines étapes, dépôt du rapport de la commission cet été. Les concepts architecturaux, on espère pouvoir venir vous les représenter cet été également. Et on se revoit à l'automne pour vous présenter toutes les mesures de mitigation qu'on va mettre en place lors des travaux. Voilà, ça fait le tour. Merci de votre écoute. Ça porte fin à la présentation. Merci beaucoup, Mme Clour et M. Charef. Nous allons maintenant prendre une pause de 15 minutes. Pendant cette pause, vous pourrez vous inscrire à la table d'accueil. Vous pourrez vous inscrire ainsi pour poser vos questions. Et, tel que mentionné, je prendrai vos questions dans l'ordre d'inscription. Vous avez droit à 2 questions par intervention, mais si vous avez plus que 2 questions, vous pouvez vous réinscrire. Vous pouvez vous réinscrire au registre jusqu'à ce qu'il ferme, donc s'il y a des questions qui vous viennent en cours de route, et ça doit fermer à 21 h. De plus, je vous demanderai de remplir le questionnaire d'évaluation qui vous a été remis à votre arrivée et à le déposer à la sortie. C'est important pour la STM qui tient à avoir la meilleure qualité de dialogue possible avec vous. Donc, s'il vous plaît, remplissez le questionnaire d'évaluation. Merci de votre attention et à bientôt. Tarder. Je vous remercierai de prendre place, car c'est maintenant le temps d'entendre vos questions. Sachez que des représentants de la STM et d'autres organisations comme le ministère des Transports du Québec, l'Autorité régionale du transport métropolitain, la Ville de Montréal et l'arrondissement peuvent être présents dans la salle. Tout a été mis en œuvre pour que vos questions puissent trouver réponse et être présentées à la personne la plus susceptible d'avoir des réponses complètes à vous donner. Cependant, si une question demeure sans réponse, ce soir, la STM s'engage à vous faire suivre la réponse par courriel et puis à rendre publique la réponse sur son site Web. Comme je vous le disais avant la pause, je vous appellerai au micro dans l'ordre d'inscription pour que vous puissiez poser vos questions. Vous avez droit à 2 questions par intervention et si vous avez plus de 2 questions, vous pouvez vous réinscrire au registre, lequel demeurera ouvert jusqu'à 21 h. Je vous demanderai de limiter les préambules pour permettre au plus grand nombre de personnes de poser leurs questions. Et je vous rappelle surtout que ce n'est pas le moment de présenter des opinions. C'est avec plaisir et intérêt que nous entendrons toutes vos opinions dans les soirées réservées à cette fin entre le 26 février et le 4 mars. Vos questions doivent être adressées à la présidence, c'est-à-dire à moi. Toutes les réponses fournies par la STM ou les organismes qui l'accompagnent doivent également m'être adressées. Il n'y a donc pas d'échange direct entre vous, le public et la STM. Oui, monsieur? Oui, oui. Je pense que entre question et opinion, c'est presque pareil, non?
Pas vraiment, monsieur. Je pourrais vous aider, vous guider, mais une question, c'est quelque chose qui demande une réponse factuelle, une information. Une opinion, c'est quelque chose qui dit, ben moi, je trouve que c'est trop grand, c'est trop petit, c'est trop chaud, c'est trop froid. Mais une question, c'est quelle taille est-ce que ça a, s'il vous plaît, tu sais, ce genre de choses-là. Mais je pourrais vous accompagner là-dedans. Parce que c'est important pour nous d'avoir toutes les opinions des traités dans un contexte qui va vraiment bien contribuer à la rédaction de notre rapport d'analyse, alors que ce soir, notre objectif, c'est que vous puissiez quitter la salle avec toute l'information dont vous avez besoin pour bien comprendre et traiter l'information. Alors, nous demandons à tout le monde d'être courtois et d'adresser leurs questions à moi. Et comme je vous dis, au besoin, je pourrais vous donner un coup de main pour bien aligner les questions. Nous sommes, mes collègues et moi, principalement en mode écoute, mais nous pouvons intervenir à l'occasion pour demander des compléments d'information pour s'assurer que le dossier est le plus complet possible. En principe, la séance de ce soir ne devrait pas dépasser 22 heures. Si jamais il y a beaucoup de questions qui s'ajoutent, nous pourrions déborder un peu, mais je crois qu'avec le nombre de personnes qui se sont inscrites, on va pouvoir passer au travers des questions dans le temps imparti. Le registre demeure ouvert, donc si vous voulez ajouter des questions ou vous inscrire, c'est toujours le temps. J'invite comme intervenant numéro 1, Jean-Yves Bourdage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. En passant, j'aimerais féliciter l'efficacité de la présentation de ce soir. On a appris beaucoup de choses. Madame Bourgeois, j'aurais une question en ce qui concerne le fait que le métro ne se rend pas, il n'y a pas de station du côté de Anjou. À part les coûts, bien sûr, toujours associés à une prolongation, qu'est-ce qui fait qu'on ne profitait pas d'avoir un tunnel sur l'autoroute qui est vraiment infranchissable pour permettre aux gens du côté Est d'avoir un accès rapide au métro? Monsieur Bourdage, vous soulevez là une question qui a été soulevée également lors de nos soirées précédentes. Et on sait que c'est une question qui touche beaucoup, qui intéresse beaucoup les citoyens. Je vais demander à Mme Clour de redonner une explication du processus qui a été suivi, parce qu'au moment où on se parle, le tracé du métro a déjà été défini et la STM a pris le dossier une fois que ce tracé avait été défini. Donc, les travaux que nous faisons aujourd'hui, les questions que vous êtes invités à poser ne devraient pas porter sur le tracé, mais plus sur la conception des installations, les stations de métro, les postes auxiliaires et tout ce qui tourne autour des stations qui figurent dans le tracé qui vous a été présenté. Je prends un peu de temps pour donner ce préambule parce que c'est un point qui revient souvent. Malheureusement, ce n'est pas dans notre mandat de remettre en question le tracé, mais on veut que tout le monde puisse contribuer à bonifier l'ensemble des informations qui sont requises pour faire une belle architecture de ce qui s'en vient. Madame Clour, voulez-vous ajouter quelque chose? Un très bon préambule. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, effectivement, le mandat de la commission ce soir, c'est de discuter justement sur l'intégration des nouvelles infrastructures. Comme j'ai mentionné lors de ma présentation, il y a eu quand même plusieurs études qui ont été faites avant la nouvelle loi sur la gouvernance. Donc, il y a eu des études qui ont déterminé justement le tracé en tant que tel, la localisation des différents terrains ciblés pour la construction des nouvelles stations. Ces études-là étaient en matière d'intégration urbaine, en matière de desserte, de mode de transport, en matière d'enquête d'origine-destination au niveau de l'achalandage, qui ont fait en sorte qu'on a abouti ou on a défini la portée du projet dans son état aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le mandat de la STM, c'est de réaliser le projet sous la forme connue et autorisée par les partenaires du projet et par le gouvernement.
Par contre, là, vous avez aussi mentionné dans une deuxième partie de votre question un lien avec le secteur plus à l'est de l'autoroute 25. Je ne sais pas si mon collègue de la Ville voudrait compléter la Oui. réponse. Oui, merci pour votre question, monsieur. Effectivement, la station terminale Anjou s'arrête donc à l'ouest de l'autoroute 25. Et bien sûr, on peut se poser la question, qu'est-ce qui arrive pour desservir la population qui est à l'est de l'autoroute la 25, donc où il y a des quartiers. Je pense que c'est un petit peu le sens de votre interrogation. On a actuellement, au niveau de la ville, on mène une étude de préfaisabilité pour évaluer la possibilité d'avoir un lien type passerelle, piétonne, cyclable, accessibilité universelle aussi, qui relierait donc les deux côtés, les deux bords de l'autoroute finalement, pour aller rejoindre la population angevine qui est de l'autre côté de l'autoroute. Donc c'est une étude qui est en cours, puis l'objectif que l'on vise, c'est que cette infrastructure arriverait en même temps que le métro, en même temps que, c'est-à-dire en 2026, quand le métro ouvrirait, ce lien qui franchit l'autoroute serait déjà en place. Donc, c'est l'objectif qui est poursuivi actuellement. Bon, bien, merci de la réponse. Ma deuxième question, c'est en rapport avec lorsqu'on fera le développement des terrains qui appartiennent à la STM, excusez-moi. Alors, on prévoit des immeubles. Est-ce qu'on a prévu d'inclure là-dedans, vu que la mairesse Plante a vraiment souligné qu'il fallait avoir plus d'intégration de logements abordables et social, est-ce que c'est prévu déjà dans le développement de ces terrains-là? Merci de votre question, M. Bourdage. Je vais inviter Mme Clour et peut-être la Ville va vouloir compléter là-dessus. Effectivement. Alors, effectivement, quand j'ai mentionné, le mandat de la STM, c'est de construire bien évidemment le prolongement, donc les stations de métro et tous les équipements nécessaires pour le bon fonctionnement du prolongement. Ceci dit, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on travaille de pair avec la Ville et les arrondissements concernés dans une vision future de développement aux abords de ces stations. Donc, la conception ou ces nouvelles infrastructures-là sont conçues de sorte de ne pas restreindre un développement futur. En termes de capacité portante, donc la conception structurelle même de ces stations-là vont permettre justement un développement futur par-dessus, bien évidemment à côté, adjacent aux abords. Tout ça dans une vision, inscrite dans une vision de la ville. Donc, pour répondre à votre question, dans une première étape, ça va être la construction du métro. Dans une phase ultérieure, on pourrait prévoir du développement futur, toujours en suivant les lignes directrices de cette nouvelle vision-là municipale, mais ça va venir dans une étape ultérieure. D'accord. Je pourrais compléter. Il y a deux volets à votre question. Il y a donc les sites qui sont aux abords des futures stations, puis ce qu'on appelle les droits aériens, c'est-à-dire au-dessus des stations. Dans le cas de projets résidentiels, il est évident que l'application du règlement de la métropole mixte, c'est-à-dire 20% de logements sociaux, 20 abordables et 20 pour famille, va s'appliquer de toute façon. Donc, c'est une réponse là, assez directe, assez franche. De toute façon, ça va être appliqué à l'intérieur des projets résidentiels. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bourdage. Comme intervenant numéro 2, j'invite Denis Côté. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Alors, moi, je me promène assez souvent dans le secteur des futures stations. C'est pas en transport commun, c'est en auto électrique. C'est à moitié mal. Il y a 3 stations qui devraient changer de nom, Viau, Pineuf, L'Angelier. Et si on aurait des suggestions de noms, est-ce qu'on peut vous les faire parvenir ou bien si les noms que vous émettez nous déplaisent, est-ce qu'on peut le dire? Ce qui me motive à parler de ça, c'est que dans le bout d'ici, la future station de REM qui s'appellerait Griffintown Bernard Landry. Et puis les gens de l'association des résidents, ils sont enragés contre ça. La plupart des choses qu'ils écrivent sur leur page Facebook, c'est pour combattre ce nom-là. Ils sont choqués qu'un leader indépendantiste ait son nom ici. Bon, s'il y avait quelque chose comme ça qui arriverait par là-bas, par exemple, si une station s'appellerait John Diefenbaker, puis on n'aime pas ça, est-ce qu'il y aurait un mécanisme pour vous le dire? Madame Clour ayant évoqué un peu ce projet, je vais lui demander si elle peut fournir un peu plus de détails.
En fait, je l'ai mentionné un petit peu dans ma présentation tantôt, il y a différents mécanismes actuellement en place pour identifier des nouveaux noms. Il y a un comité toponymie qui a été formé et mis sur pied pour pouvoir identifier différentes propositions de noms. Pour la suite des choses, on est en analyse pour voir comment procéder pour identifier ces noms-là. Mais pour répondre à votre question, oui, vous pouvez vous formuler via même la commission aujourd'hui des propositions. Vous pouvez même nous écrire, vous pouvez nous appeler via la ligne téléphonique qu'on a mentionnée tantôt. Si vous avez des propositions, nous autres, on est toujours à l'écoute. On les fournira au comité toponymie qui s'occupera de la sélection ou des choix des noms. Puis, je ne peux malheureusement pas vous garantir quoi que ce soit, mais je peux vous garantir qu'au moins, on va pouvoir transmettre vos recommandations. Merci. Monsieur, excusez, M. Wolf, aurait une question? Oui, est-ce que vous savez quand est-ce que le comité de toponymie va faire son rapport, ses décisions? Actuellement, c'est en cours, mais je n'ai pas l'échéancier, mais ça devrait venir au cours des prochains mois. OK, en 2020. Et ça va être public, on va le présenter au conseil d'administration? Ça va éventuellement être émis publiquement, c'est sûr. Je ne sais juste pas via quel mécanisme. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire... Monsieur Côté, on peut même ajouter que si les gens ont des idées sur d'autres aspects, que ce soit un concept architectural, une idée de design, des évocations au niveau du patrimoine, rappel de l'histoire d'un quartier, c'est sûr que la STM va mettre en place des comités qui vont vraiment aller chercher cette information, inviter les citoyens, mais également, s'il y a des idées qui vous viennent, vous pouvez nous les transmettre là, dans le contexte de la présentation des opinions. Ça, c'est tout à fait dans l'ordre des choses qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous avez une deuxième question, M. Côté? Oui, c'est concernant l'accessibilité universelle. Oui. Pour des raisons d'économie, est-ce que ça serait possible, au lieu de mettre 2 ascenseurs d'un côté et l'autre d'un obstacle, qu'il y aurait une pente que la personne en fauteuil roulant pousse, ou bien il y a un bénévole, quelqu'un qui passe à côté qui l'aide pour économiser des millions. Je pense, par exemple, justement, par-dessus l'autoroute 25. S'il y avait 2 ascenseurs, ça coûterait peut-être 8 millions. Puis s'il y avait des pentes, ça coûterait peut-être 3 millions. Et puis ça coûterait beaucoup moins cher à entretenir tout le temps. Alors, ma question, c'est ça. Est-ce que c'est imaginable qu'il y ait des pentes plutôt que des ascenseurs? Est-ce que, je peux vous demander juste une précision, voulez-vous dire que, parce que vous donnez l'exemple de l'autoroute 25, ce qui serait peut-être plus de ressort de la ville, ou si vous voulez parler dans les stations de métro, qui est plus de la STM? Les deux. Les deux. Alors, je vais inviter les deux à donner une réponse. Je vais répondre au niveau des stations. Nous autres, on a plusieurs... En fait... ça fait quand même plus de 50 ans qu'on a nos stations de métro. C'est quand même un défi de taille aujourd'hui d'intégrer des ascenseurs dans des stations existantes. On travaille avec ce qu'on appelle des normes et critères de conception. C'est des normes qui nous guident au niveau de la conception de nos nouvelles stations. C'est basé sur de l'expérience, sur les critères de conception adaptés à l'accessibilité universelle. Donc, nous autres, c'est ça qui définit nos gestes ou nos interventions en matière d'accessibilité universelle. Quand on parle d'ascenseurs, on parle pas juste quand on parle d'accessibilité universelle, on parle pas juste d'ascenseurs. Oui, il y a des ascenseurs pour offrir une facilité de déplacement vertical pour toute personne à mobilité réduite. Donc ça veut dire des personnes en chaise roulante, mais aussi du monde avec une poussette ou avec des sacs lourds ou des gens qui ont juste la misère à se déplacer. C'est sûr que quand il y a des pentes qui sont nécessaires, sont régies par un degré de pente, parce que quand c'est trop abrupt, ça devient plus difficile à se déplacer. Quelqu'un en chaise roulante, ça devient beaucoup plus difficile quand la pente est trop importante. Il y a ce qu'on appelle des appuis sciatiques, la signatique. Il y a plusieurs éléments qui permettent justement de faciliter le déplacement à toute notre clientèle à travers la station. Donc, c'est un peu plus difficile de répondre exactement à votre question par rapport à remplacer un ascenseur par une pente dans le cas d'une station. Par contre, au niveau de la passerelle, spécifiquement au-dessus de l'autoroute 25, je vous laisserai peut-être mon collègue de la Ville répondre. Madame Clour a donné l'ensemble des réponses qui s'appliqueraient aussi à la passerelle. La Ville a une politique d'accessibilité universelle qui applique. Donc, est-ce que ça va être des rampes, des ascenseurs, là? Pour l'instant, on n'est pas rendu dans le design fin, mais c'est sûr que la population visée sera servie adéquatement. Donc, à cette étape-là, c'est ce que
peut vous dire. Mais juste peut-être, si j'ai bien compris votre intervention, M. Côté, vous, c'était un peu dans un esprit d'économie. D'économie, oui. Est-ce qu'on peut poser la sous-question, est-ce que le STM ou bien la Ville envisage de faire en tout cas des genres d'études coût-bénéfice pour essayer d'arriver au résultat optimal au moindre coût et, si ça s'applique, alors à ce moment-là, utiliser la voie des pentes plutôt que du transport vertical en ascenseur? Alors, effectivement, il y a des études coût-bénéfice, mais il faut savoir que les choix sont dictés par des considérations de normes, des considérations de sécurité, puis aussi des considérations financières. Donc, c'est tout un ensemble qui guide les choix d'une solution à une autre. Ce n'est pas juste la question financière, mais il y a d'autres considérations qu'on doit avoir en tête lorsqu'on fixe des choix. Merci. J'espère que ça répond à votre question, M. Côté. J'invite comme intervenant numéro 3, Frédérico Santenot. Oui, bonsoir. Et, vous Bonsoir. avez parlé dans votre exposition et au sujet de l'appui au développement économique et urbain. Alors moi, je pose une question à la Ville de Montréal. Je veux savoir si dans cet esprit, vous avez pensé quelles sont les mesures qui vont aider à contrer, c'est possible, les graves impacts, et dans le sens que les propriétaires des commerces et des loyers, ils vont augmenter beaucoup les loyers. Oui. Alors, ça peut avoir des graves impacts sur toute la ligne, oui. J'aimerais savoir que la Ville de Montréal, qu'est-ce que ça va faire avec ça? Le fait que vous dites qu'il va y avoir l'appui au développement économique et urbain. Oui. Merci. On va demander à M. Charette de répondre. Et s'il y a besoin de clarification, on pourra compléter. Je comprends que votre interrogation, c'est durant le chantier, donc l'impact sur les commerces. Pour ça, la Ville a un programme de soutien aux commerçants qui sont impactés par les travaux. Et ce programme est éligible pour la STM, c'est-à-dire que dans le cadre du projet de la ligne bleue que mène la STM, donc ce programme de subvention, d'aide aux commerçants qui seront impactés par les travaux sera applicable. Le mécanisme est en train d'être défini, puis il va y avoir des canaux de communication qui vont être précisés, puis les commerçants qui considèrent qu'ils sont impactés peuvent se faire valoir leur candidature ou leur postuler à cette subvention. OK, c'est bon. Mais est-ce que, je ne sais pas si M. Santenot visait surtout les subventions comme un petit peu les plans, peut-être une certaine élaboration sur le développement que vous, au niveau de la Ville, qu'est-ce que c'est que vous prévoyez? Pensez-vous qu'effectivement, il va y avoir une montée des loyers, des coûts de vie là-bas? C'est une question, on n'a pas eu la boule de cristal, effectivement. L'arrivée d'un métro, le marché immobilier, la ville a peu de prise. Elle intervient sur le volet résidentiel via le règlement sur la métropole mixte pour assurer un équilibre, logements sociaux, logements abordables. Donc il y a des leviers que la ville a, mais elle ne peut pas avoir un contrôle entier sur le marché. La ville va s'assurer dans ce secteur d'avoir aussi une stratégie immobilière aussi pour combler les besoins municipaux en matière de parcs, en matière d'équipements collectifs pour sécuriser certains terrains qui répondraient à des besoins à la population. Donc, c'est des leviers qui existent à la ville. Je nommerai par exemple le règlement sur le droit de préemption. La ville pourra, en temps et lieu, viser des terrains susceptibles d'accueillir des parcs ou sécuriser des terrains. Donc, il y a un levier financier, mais un levier foncier aussi que la ville peut utiliser. Donc, voilà. Est-ce que cela répond à votre Oui, question? c'est bon. Vous avez droit à une deuxième question, M. Santenot. Oui, j'ai une autre question qui est liée avec la première. Et aussi, vous avez parlé de renouveau urbain. Et je pense que aussi, je les vois aussi, l'impact qui peut avoir un grand développement des condos. Et on le voit, qu'est-ce qui se passe à Brossard avec le REM et aussi
je pense qu'il va avoir un impact sur les logements et c'est ça. Alors, moi, j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire un peu plus, surtout le thème des les renouveaux urbains. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de condos autour de toute la ligne du métro, non? Le développement dans ce sens. Oui. Okay. Pour vous rassurer, la ville a à sa disposition ce qu'on appelle des outils d'urbanisme pour encadrer adéquatement le développement immobilier, pour assurer une diversité des fonctions, c'est-à-dire qu'on peut avoir, oui, du condo, mais on peut avoir aussi du logement social abordable, on peut avoir aussi du commerce de proximité. Donc, tout ça va être regardé dans le cadre des outils d'urbanisme, des outils de planification qui vont être faits d'ici 2026. C'est-à-dire que les projets qui vont se présenter, qui vont être, mettons, je vais peut-être donner un exemple, des propriétaires, un propriétaire qui veut développer son terrain parce que la station de métro arrive à proximité, il ne va pas pouvoir le faire n'importe comment. Il va être encadré par la réglementation d'urbanisme, puis par les encadrements de la ville, pour assurer, oui, une densité, pour assurer qu'il y ait des parcs, un couvert végétal, qu'il y ait des parcours piétons, qu'il y ait du commerce de proximité, qu'il y ait, pourquoi pas, une école. Donc, c'est des éléments qui vont être regardés selon les projets qui vont être présentés. Puis, bien sûr, ce travail se fait la ville, puis aussi avec les arrondissements qui seront concernés par ces éventuels projets. Est-ce qu'on peut assurer, M. Centeno, que le cas échéant, s'il y a des gros changements par rapport à la possibilité de bâtir des gros complexes condos, etc., qu'il y aura une procédure dans laquelle les citoyens pourront, au niveau de la ville, s'exprimer, poser des questions, être informés, puis intervenir? Oh oui, de toute façon, les processus de la ville là, sont très transparents. S'il y a des projets, il y a des processus de consultation publique, de référendum, et que le cas échéant, où la population est amenée à se prononcer, où la population est amenée à apporter ses préoccupations pour influencer les projets qui sont déposés, certainement. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse, oui, si vous me permettez? C'est une question à l'ESTEM, la ville de Montréal. Il y a un bâtiment de condo qui est en train de construire à côté de la station Rosemont. Je ne sais pas si c'est pertinent ma question, mais est-ce que ça c'est vrai? Oui, il y avait un stationnement. Il est collé à la station Rosemont, oui, si je ne me trompe pas. Ce sont des logements pour des gens troisième âge. Oui, c'est du logement. Charef, si vous avez de l'information à ce niveau-là. C'est un bon exemple d'intégration d'une station de métro avec du développement immobilier par-dessus. C'est du logement, effectivement, en partie abordable. Ça m'a surpris beaucoup, ça m'a étonné. Il y avait un stationnement, et maintenant on insère un bâtiment de logement. Oui, ça c'est... Ce sont les urbanistes, non, qui ont décidé ça, oui. Mais bon, merci. Bon. J'appelle comme intervenant numéro 4, Habib Khoury. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. J'ai remarqué sur l'emplacement des stations de métro, surtout vers P9 et L'Angelier et Anjou, qui sont proches au centre d'achat. Est-ce que c'est prévu un tunnel, si j'ai bien saisi dans votre présentation, un tunnel souterrain qui va lier les stations avec ces centres d'achat? Merci. Est-ce que Mme Clour pourrait répondre? En fait, tout est possible. On le voit déjà dans le réseau de métro actuel. Quand on est proche d'un bâtiment riverain, notamment commercial ou institutionnel, il y a toujours un raccordement, ou en tout cas souvent un raccordement piétonnier en souterrain. Actuellement, il n'y en a pas de prévu, tout simplement parce que les propriétaires de ces centres d'achat-là ne sont pas manifestés de l'intérêt de se raccorder au métro. Mais si la demande arrive en cours de route, effectivement, tout est possible. On peut se raccorder au métro. Ça veut dire qu'il faut qu'ils demandent pour avoir ces tunnels? Oui, c'est que pas le propriétaire... dans votre... Non, parce que si le propriétaire ne veut pas, se raccorder au métro, on ne le construira pas. C'est vraiment à leur demande, s'ils désirent raccorder leur bâtiment au métro, c'est possible de le faire. À leurs frais, c'est pas une question vraiment de financement, c'est des choses qui se négocient puis qu'on parle, mais c'est plus une question de la volonté du propriétaire de vouloir se raccorder au métro. C'est surprenant pour moi.
OK. Deuxième question que j'ai remarqué sur les stations actuelles, toutes les stations actuelles, le nom du métro est écrit en petits caractères sur la porte de métro. Donc, pour savoir le métro, il faut arriver jusqu'à la porte pour savoir quel métro. Donc, à ce moment, moi, je propose, je ne sais pas, je souhaite, dans votre dessin, est-ce que vous avez envisagé une affiche qui écrit le nom de station de métro, en gros, pour qu'on puisse le reconnaître de loin? Excusez, est-ce que vous parlez dans le dessin qui est présenté ou éventuellement vous êtes en train de proposer une meilleure signalisation des stations de métro? On ne voit pas le dessin, là. Simplement, on n'a pas l'architecture exacte. Mais je veux dire, pour que les gens voient le nom de métro de loin, ça aide beaucoup de le faire une affiche plus grande ou plus claire, quoi. Alors, je pense que ça, on est plus dans la zone d'opinion et je vous invite à présenter ça comme suggestion lors des soirées d'expression d'opinion ou juste envoyer très simplement un courriel. Ouais. Et de toute façon, comme vous l'avez mentionné ce soir, ça va se trouver à être dans le dossier. Ça ne tombera pas dans un grand trou noir, ça c'est certain. Alors, dans le rapport, peut-être. C'est bon. Est-ce que ça va, M. Khoury? Merci. Je vous remercie de votre intervention. J'appelle intervenant numéro 5, Nicolas Solo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a pour l'instant pas de date fixée pour le début des travaux. Est-ce que c'est la même chose pour l'entrée en liste des évaluateurs dans le cas des expropriations? D'entrer en liste des évaluateurs dans le cadre des expropriations. Bon, je vais demander à Mme Clour de répondre si elle a l'information. Je veux juste m'assurer de bien comprendre. Vous dites que les évaluateurs qui doivent contacter les expropriés? Le travail d'évaluation. Oui. Bon, je vais parler d'ordre général. J'imagine que votre question elle doit être un peu plus précise, mais d'ordre général, comme j'ai mentionné lors de la présentation, tous ceux qui sont touchés par des expropriations ont été maintenant avisés. Dépendamment du moment où l'avis a été signifié, effectivement, il y a un travail d'évaluateur qui doit se faire. Donc normalement, ça se fait via des avocats. Les demandes se font via des avocats pour pouvoir accéder parce que l'évaluateur doit éventuellement rentrer en contact avec le propriétaire pour pouvoir aller visiter son terrain, comprendre les lieux, discuter avec le propriétaire en tant que tel, comprendre ses états financiers pour pouvoir éventuellement faire son travail d'évaluation et déposer une offre détaillée. Je ne sais pas si ça répond à votre question parce que ça dépend vraiment du dossier puis à quel moment l'évaluateur, mais en fait, d'ordre général, oui, il y a des évaluateurs qui sont déjà embauchés par la STM ainsi que par le ministère des Transports qui, dans plusieurs cas, réalise le processus d'expropriation pour le compte de la STM. Ça, je comprends bien, on les connaît, mais la question était plus sur le planning. Est-ce qu'il y avait un planning fixé, figé ou pas? Oui, il y a un planning de figé, mais je ne peux pas vous dire à quel moment. Je vous dis, c'est vraiment du cas par cas selon le site en question. Si vous désirez un peu plus d'informations, on peut peut-être se parler à la fin de la séance. J'ai des collègues du MTQ qui sont avec nous ce soir, donc on pourra peut-être répondre plus spécifiquement à votre question. J'ai une autre question, mais j'en ai plein d'autres, mais après, il y a peut-être d'autres personnes derrière moi. Non, mais vous avez droit à une deuxième question, M. Solo. Est-ce que vous pourriez repréciser, s'il vous plaît, ce que vous avez qualifié de aire dédiée à la clientèle, la fameuse zone en T pointillé, s'il vous plaît? Oui. Madame Clos? Oui, absolument. Donc, j'ai mentionné que le T en plein, en couleur bleue pleine, c'est un bâtiment qui est joint à l'édicule principal pour pouvoir accéder au terminus d'autobus. L'espace dédié à la clientèle, c'est vraiment un espace où, justement, il y aura des espaces dédiés pour l'embarquement et des débarquements pour les autobus, pour que la clientèle puisse accéder à l'autobus ou au métro ou à d'autres modes de transport rendus à Anjou ou à P9, là, dépendamment du site concerné. Pourquoi qu'on l'a mis en pointillé? C'est parce qu'actuellement, cet espace-là est en définition en termes de configuration, en termes de bâti. Donc, on ne peut pas aujourd'hui vous préciser quelle forme qu'elle va prendre. On vous dit juste qu'il y a un espace dédié une aire dédiée pour pouvoir accéder à ces différents modes de transport. C'est un genre de débarcadère ou quelque chose comme ça? C'est un espace de débarcadère, mais est-ce qu'il s'insère dans un bâtiment? Est-ce qu'il est à air ouverte? Tout ça, c'est tout en analyse en ce moment.
Madame Clour, est-ce qu'on peut comprendre que c'est, quand vous dites accéder à différents modes de transport, on parle d'autobus, mais peut-être potentiellement aussi de taxi ou de... Essentiellement, c'est un terminus d'autobus. Donc, la fonction première, c'est pour les autobus, mais bien évidemment, il y a des parcours sécuritaires par la suite pour pouvoir éventuellement accéder à d'autres aires de circulation, des pistes cyclables, des aires de circulation piétonne, effectivement des taxis. Tout ce travail-là se fait actuellement avec la ville pour pouvoir déterminer ces passages-là. Alors, toute cette intermodalité se fait dans cette aire-là. C'est essentiellement autobus, mais elle va être connectée à cet autre pôle de moteur. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Solo. J'invite comme intervenant numéro 6, Vanessa Thermogène. Bonsoir. Bonsoir. La question, en fait, c'est par rapport aux heures d'ouverture de la ligne bleue, si elle serait adaptée pour mieux, en fait, refléter un peu l'accessibilité, en fait, à toutes les heures, ou mieux pour ceux qui utilisent la ligne orange ou la ligne verte, pour que ça puisse, en fait, être... Merci. Mais est-ce que vous voulez dire, est-ce que vous avez une adaptation particulière? Vous êtes adapté pour, ou bien si vous demandez si ça va être les mêmes heures que les autres lignes? Oui, en fait, les heures seront changées ou auront les mêmes heures que la ligne orange ou la ligne verte, puisqu'elle ferme plus tôt la ligne bleue en général. Ah, merci. Madame Claude? Normalement, on a des heures standards d'ouverture du métro. Quand on parle de peut-être fermer une ligne un peu plus tôt, c'est juste parce qu'à un moment donné, le dernier train circule, puis éventuellement, on ferme les stations en cours de route. Mais généralement, c'est toutes les mêmes heures d'ouverture ou de fermeture du métro. Donc, le prolongement de la ligne bleue va être arrimé au reste du réseau. En termes d'accès, je ne sais pas si ça répond à une question. Oui. Sinon, la deuxième question, en fait, c'est puisque la 141, elle passe sur Jean Talon, et la majorité des stations, en fait, seront sur Jean Talon. Quelles seront, en fait, les mesures pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retard, déjà que la 141 est souvent en retard, et en fait, pour aussi qu'il y ait un service qui soit, en fait, continuel durant les travaux? Madame Tour, êtes-vous en mesure de commenter? C'est une très bonne question. On sait que la ligne 141 est très achalandée et très importante dans le secteur. Il y a le projet du prolongement actuellement qu'on vous parle ce soir, mais il y a différents autres projets à la STM, dont un projet de refonte du réseau bus. Ça, c'est déjà en cours et dans le fond, on fait une réflexion sur l'ensemble du territoire montréalais pour mieux desservir justement les Montréalais en matière d'autobus. Bien évidemment, avec l'arrivée du prolongement, on va s'adapter avec ces nouvelles infrastructures, avec les nouvelles stations à la desserte bus dans le secteur. Donc, votre question a comme deux éléments. La première partie de votre question, effectivement, on veut mieux desservir, donc on veut optimiser les différentes lignes qui vont desservir le secteur Est. Donc, la 141 en fait partie. Après ça, la deuxième partie de votre question était vraiment au niveau des travaux. Quand on parle de refonte du réseau bus, effectivement, c'est une fois toutes les infrastructures construites, mais également lors des travaux, on veut continuer à offrir le meilleur offre de service en termes de fluidité dans le secteur. D'autant plus parce qu'on risque de faire quelques entraves à quelques endroits. Donc, on veut s'assurer que les gens du secteur vont pouvoir se déplacer de façon sécuritaire et fluide. Donc, on travaille main dans la main avec nos équipes de planification de surface à la STM pour nous assurer qu'on va pouvoir continuer à offrir un service adéquat durant les travaux et de façon sécuritaire. Parfait. Merci. Ça répond à Mme Thermogène. Monsieur Wolf a une question. Alors, vous avez parlé dans votre présentation les études, un plan de mitigation des effets pendant les chantiers. Est-ce que vous allez publier les mesures que vous allez adopter pour augmenter le service de surface, les autobus, pendant cette période pour que les gens puissent dire, oh, peut-être au lieu de prendre cette rue-là, ce serait mieux de faire autre chose? Absolument. Toutes ces informations vont être communiquées en temps et lieu, puis on utilise tous nos canaux de communication, site web. Pour celles et ceux éventuellement qui vont s'inscrire à des bulletins électroniques, ça va être une façon justement d'informer la clientèle. On va les afficher dans nos stations, on va les afficher partout. Donc, c'est des informations on mise beaucoup sur l'information en temps réel à notre clientèle pour que justement tout le monde le sache. Je pense même via les applications aujourd'hui, ça se fait aussi via nos téléphones intelligents. Donc oui, la réponse est oui. Merci. On a dit qu'on fermait le registre à 21h. Par ailleurs, je suis rendue, je crois, à la dernière question. Alors,
Ah, il y en a. Oh, excusez. Bon. Ben, si vous avez des questions, je vous invite à vous inscrire au registre. Parce que pour le moment, j'invite l'intervenant numéro 7, M. Jean-Yves Bourdage, s'il vous plaît. Merci. Bon, rebonsoir. Excusez-moi tout à l'heure, parce que je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir parce que pour l'histoire des frais pour les tunnels et connexions. Là, cette fois-ci, Mme Bourgeois, ma question va être beaucoup plus technique. Tout à l'heure, Mme Clour parlait des aires dédiées à la clientèle et justement, c'était le sujet de ma question. Alors, elle a déjà répondu en partie en disant que on pouvait, vous êtes en train d'étudier pour voir si on allait construire au-dessus de ces aires-là. Alors donc, ça peut recouvrir toute l'aire au complet, y compris les endroits où les autobus vont faire la cueillette et le dépôt de la clientèle. Alors donc, ça veut dire qu'on pourrait faire un développement beaucoup plus important de ces deux terrains-là. Est-ce que vous posez la question Oui. à ça? Oui. Madame Clour, pouvez-vous répondre à la question? Effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je disais tantôt en termes de capacité portante ou de conception de nos différentes infrastructures. Le mandat de la STM, c'est de construire les équipements nécessaires pour le prolongement du métro. Par contre, on est très soucieux de l'environnement dans lequel ces infrastructures vont s'insérer. On ne veut pas restreindre ou empêcher du développement futur. On parle de mieux répondre ou d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de mieux répondre aux besoins du quartier. Donc, c'est certain que dans notre réflexion, on travaille main dans la main avec la Ville, avec les arrondissements concernés pour voir comment on peut contribuer dans la conception de nos infrastructures à améliorer justement en termes de vision future. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement si ça va être bâti comment, fermé comment, cloisonné comment, mais la possibilité de le faire est actuellement en analyse, puis on veut s'insérer le mieux possible dans son environnement. Donc, oui, c'est une possibilité. Bon, tant mieux. Ma deuxième question, c'est à propos du stationnement incitatif. Monsieur Charette, je crois que c'est vous qui avez parlé de faire un stationnement souterrain sous l'actuel stationnement. Alors, est-ce que je dois comprendre que le stationnement va rester la propriété d'une compagnie privée au niveau du sol? Puis, est-ce que le stationnement souterrain sera prévu pour supporter une structure au-dessus de ce terrain-là, si on décide de construire? Merci de votre question. Je ne sais pas si c'est Mme Clour ou... Oui, effectivement. Le stationnement incitatif, au même titre que toutes les autres infrastructures, donc la réponse à la première question, c'est la même chose. Donc, effectivement, on est capable de développer au-dessus éventuellement. Par contre, dans le cas particulier auquel vous faites référence du stationnement incitatif, nous autres, quand on fait de l'acquisition, on va acquérir les terrains nécessaires pour la construction et pour l'éventuelle emprise nécessaire pour construire nos bâtiments, implanter nos bâtiments. Donc, dans l'aire de stationnement spécifique du centre d'achat actuellement, une fois que le stationnement incitatif en souterrain va être construit, la portion en surface va continuer à lui appartenir. Excusez, lui, vous voulez dire STM ou le propriétaire du terrain? OK. Donc, excusez-moi, mais c'est lui il pourrait développer au-dessus. Puis c'est des discussions qui vont avoir lieu entre la STM et ce propriétaire-là, Bon. Effectivement, pour bien s'arrimer par rapport à des interventions futures. Bon, mais c'était une réponse que j'attendais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Monsieur Bourdage. J'appelle pour numéro 8, Monsieur Denis Côté. C'est l'histoire qui se répète. Alors, ma question, c'est concernant l'accès direct, sans aller à l'extérieur des installations du métro, vers de grands centres. Comme anecdote, hier, j'étais à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, et puis la station de métro donne sur le trottoir, et puis il faut faire 10 mètres sur le trottoir pour entrer dans l'édifice de l'Institut, qui est dans le même bâtiment. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu une porte directe? Pourquoi il faut aller absolument dehors? Et puis, alors là, on en vient dans notre coin, là. Il y a plusieurs grands centres. Il y a le centre d'achat Boulevard. Pourquoi il faudrait aller dehors? Pourquoi on n'aurait pas un accès direct? Il y a les Galeries d'Anjou. Il y a l'autre bord de la rue, les promenades Anjou. Il y a aussi à l'Angelier, il y a un grand centre d'achat. Alors, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible pour les gens qui n'auraient pas besoin de sortir, d'aller dehors à la pluie, à la neige, mettre leur manteau? Ce serait bien plus plaisant d'aller directement dans ces grands centres-là qui sont juste sur le coin.
Peut-être que Mme Clou pourrait élaborer sur les principes et les modalités, comment ça fonctionne, ces relations avec les propriétaires riverains et comment les choix sont faits. Oui. Ben, ça rejoint un petit peu la réponse de tantôt. Normalement, pour des accès riverains, c'est le riverain lui-même qui doit faire la demande parce que malheureusement, ce n'est pas tous les riverains ou les bâtiments riverains qui voudraient être accordés au métro. On comprend que ça facilite les déplacements. Il y a aussi parfois des enjeux même techniques d'accès sécuritaire et conforme aux normes, mais tout est faisable. Techniquement, tout est faisable, notamment dans des cas où on construit un prolongement. Donc, on n'est pas nécessairement dans de l'existant où ça peut être parfois un peu plus compliqué. Mais je reviens sur le fait que dans ces cas-ci, ça doit être le propriétaire de ce bâtiment-là qui doit adresser la demande, qui doit démontrer une ouverture de vouloir se raccorder au métro pour que ça puisse se faire. Monsieur Côté, vous n'aviez pas de deuxième question? Non, c'est bon. Sur le même sujet. Monsieur... Oui. Bon. Vous avez dit que Monsieur vous, Côté, le propriétaire devrait vous demander. Est-ce que vous pouvez avoir vous-même l'approche d'approcher le propriétaire, le demander s'il va accepter ou non? Est-ce qu'il y a... En fait, il ne faut pas, au lieu d'attendre le propriétaire, oui. vous arrivez à prendre l'initiative, aller chez le propriétaire. Oui, absolument. Je ne rentre pas dans les détails nécessairement de chacune des situations, mais on est bien évidemment déjà en discussion active avec différents propriétaires. Si l'opportunité se présente, si l'intérêt est là, le raccordement va se faire. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui parce que les discussions, bien évidemment, sont de nature confidentielle en ce moment. Donc, mais ça va venir. Donc, je ne vous dis pas aujourd'hui qu'il n'y en aura pas. Je vous dis juste que les discussions sont en cours à cet effet. Comme il a dit, monsieur, c'est la logique. Oui. Bon, alors, je crois, est-ce qu'on peut donc comprendre que lorsque le... Pardon? Ah, Coury. Si je comprends bien, les gens savent, il y a du dialogue lorsque la STM s'installe proche de milieu. Il y a un dialogue et s'il y a des formalités, la STM va expliquer les formalités à remplir à tout éventuel propriétaire intéressé. J'invite comme intervenant numéro 9, Nicolas Solan. Excusez, tantôt j'avais lu Solo. Est-ce que c'est Solo ou Solan? C'est AU à la fin. OK. Répétez-moi ça, s'il vous plaît. S-O-L-A-U. Merci. Solo. Promis, c'est la dernière question de la soirée. Quand on superpose les Vous plans... avez, excusez, juste, sentez-vous très à l'aise. On est ici pour que tout le monde puisse évacuer leurs questions. Moi, je suis à l'aise. Mais... OK. Quand on superpose les plans d'expropriation par rapport à ce que vous venez de présenter en termes d'emprise au sol, on se rend compte qu'il va rester beaucoup de terrain. La question, c'est que vont devenir ces terrains libres? On va avoir l'occasion de se parler tantôt parce que je commence à deviner vous êtes qui. Mais en fait, il y a une distinction entre des expropriations pour des emprises temporaires et des emprises permanentes. J'aimerais qu'on se parle tantôt plus spécifiquement de votre situation parce que je commence à comprendre, mais juste d'ordre général, lorsqu'on occupe une emprise temporaire, une expropriation temporaire, normalement, lorsque l'emprise temporaire est libérée, elle revient au propriétaire. Quand c'est des emprises permanentes, c'est parce qu'on a besoin de l'espace de façon permanente. Donc, on va s'installer de façon permanente sur le terrain. Donc, malheureusement, ce résiduel-là ne peut plus revenir au propriétaire actuel. Mais pour votre cas spécifique, si vous voulez m'attendre un petit peu à la fin, on pourra se jaser tantôt. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, merci. Nous inviterons comme intervenant numéro 10. OK. Alors, Madame Vanessa Thermogène, s'il vous plaît, si vous voulez revenir au micro. Oui, en fait, la question, c'est par rapport à l'architecture, si les choix de matériaux pour les édicules, je sais qu'habituellement, c'est souvent en béton ou en briques. Est-ce qu'il y a peut-être une pensée pour utiliser des matériaux comme le bois ou d'autres, en fait, pour faire un changement par rapport à ce qui avait été fait auparavant? Madame Clou? Oui. Peut-être vous pourriez un peu élaborer également sur toute la démarche architecturale et les idées qui peuvent être. Bien, c'est une très bonne question. En fait, comme j'ai peut-être mentionné un petit peu tantôt dans une autre réponse à une question ultérieure, précédente,
En fait, nous, on a ce qu'on appelle des normes et critères de conception. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, ça fait quand même plus de 50 ans qu'on a un réseau de métro. On le voit évoluer dans le temps. On met sur des matériaux qui sont pérennes, qui sont durables à travers le temps, bien évidemment. On construit pour 100 ans, donc on veut que ça reste viable et sécuritaire et propre pour les 100 prochaines années. Tout ça pour dire, il y a aussi des normes auxquelles on doit respecter. Donc, des matériaux combustibles comme du bois, c'est pas à proscrire parce que, bien évidemment, on veut qu'en cas d'incendie ou autres, les matériaux puissent résister le plus longtemps possible pour pouvoir évacuer les lieux. Donc, des matériaux comme du bois, on ne peut pas les installer dans le métro. Il y a des matériaux spécifiques qu'on peut utiliser qui sont justement normés et on remet ces guides-là à nos architectes concepteurs pour qu'ils puissent les appliquer. Ceci dit, il y a quand même une démarche de conception architecturale, malgré le fait qu'on doit se limiter sur certains choix de matériaux. Il y a différentes façons de les utiliser, de les intégrer, de les concevoir. Et ce qui est important aussi de retenir, dans le cadre du prolongement, on est aussi régi par la fameuse politique du 1 % pour l'intégration de l'art à l'architecture. Et on prévoit justement faire intégrer les artistes très rapidement en amont au niveau du processus de conception pour que ces artistes-là puissent travailler de pair avec les architectes pour pouvoir intégrer l'art à l'architecture. Quand on parle d'intégration de l'art à l'architecture, on le voit notamment dans les premières stations du réseau initial. Ça peut être justement au niveau du traitement du béton. On est arrivé tantôt pour ceux qui ont pris le métro à Bonaventure. On le voit notamment dans la station Bonaventure. Donc, c'est des éléments avec des matériaux comme le béton, comme les matériaux qu'on voit actuellement dans les stations de métro, qu'on puisse maintenant les faire varier un peu plus puis les faire évoluer un petit peu dans le temps en termes de signature architecturale. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vrai pour les matériaux, c'est vrai pour l'éclairage, c'est vrai pour toute intervention architecturale dans le cadre d'une station. Parfait. Merci. Merci, madame. Monsieur Torkmani a une question. Oui, sur la démarche du 1 %, je passe en montant. Oui. Sur la démarche du 1 % justement, qui composera le comité à la STM? Le comité... Qui va justement choisir l'artiste qui va faire l'objet du 1 %? En fait, ces processus-là sont... il y a une directive, en fait, par le ministère de la Culture qui régit ces processus-là. On est actuellement en discussion avec le ministère de la Culture et le Bureau d'art public de la Ville de Montréal pour déterminer les mécanismes applicables dans le cadre du prolongement. Éventuellement, il va y avoir un jury qui va être formé. Et selon cette directive ou ces processus-là, on va identifier ces membres de jury qui, notamment, sur lesquels siègent notamment des experts en la matière. Parfait, merci. Ah, je vois venir d'autres questions. L'heure de fermeture du registre arrive à grands pas. Mais il y a 3 demandes, alors on va certainement avoir le temps de prendre ces demandes. J'invite M. Frédérico Santenot comme intervenant numéro 11. Mais je vais profiter qu'on a du temps pour poser des questions. Et aussi, je vais vous changer en question. Et est-ce que vous pensez mettre des cendriers dehors les nouvelles stations de métro, étant donné, ou faire quelque chose de façon à que les gens, d'empêcher que les gens se collent devant les portes pour fumer, et aussi que nos belles plates-bandes de thé ne soient pas pleines de mégots de cigarettes? Est-ce que vous allez... Est-ce que finalement la Ville de Montréal et l'STM va se mettre d'accord pour faire quelque chose? Ça, c'est une question. Monsieur Santenot. Alors, politique pour préserver les non-fumeurs. C'est une bonne question. On vous invite à la déposer, votre proposition. C'est sûr que lorsqu'on met des cendriers à la disposition de gens, ça incite justement les gens à fumer, chose qu'on ne veut pas, notamment. Mais je peux comprendre votre préoccupation. Il y a aussi des éléments à considérer de sécurité, d'entretien et autres. Malheureusement, je ne peux pas vous dire spécifiquement pourquoi qu'on n'en a pas ou pourquoi qu'on en aurait, mais on vous invite à vous poser votre question officiellement par écrit, puis on vous reviendra avec l'information à cet effet. Dans les ruelles vertes, on peut poser un pot métallique avec un peu de gravier et de sable. Et aussi, on pourrait penser à ça, et dehors les stations de métro, pour que les gens jettent, pour encourager les gens qui jettent les mégots dans les pots des plantes au lieu de... C'est vraiment un désastre. Là, il y a comme 2 choses. Au niveau de la question, Madame Clour, est-ce que vous étiez en train de
proposer de fournir comme information quelle est la politique actuelle en ce qui concerne la disponibilité de cendriers autour des stations de métro? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est normé chez vous. Actuellement, effectivement, on n'en a pas de prévu. Il n'y en a pas actuellement. Il n'y a pas de cendrier en ce moment? Non, il n'y en a pas. OK. Donc, la réponse à la première partie de la question, en ce moment, il n'y a pas de cendrier. Donc, M. Centeno, ce que je vous invite à faire, puis ça va quand même être noté là, dans le procès-verbal d'aujourd'hui, mais néanmoins, si vous avez des bonnes idées à formuler pour que, finalement, l'environnement soit plus agréable pour tout le monde, ça va être très, très bienvenu lors des séances d'opinion. Puis ça peut se faire, comme je vous disais tantôt, en personne, juste de vive voix, comme vous venez de faire là, par courriel ou par mémoire officielle. Est-ce que vous avez une autre question, M. Centeno? C'est bon, merci. C'est beau. Intervenant numéro 12, c'est France Bindi-Elouette. Ou Franck, s'il vous plaît, Bindi-Elouette. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question plutôt technique. C'est est-ce qu'il y a une politique concernant la connectivité, notamment le Wi-Fi ou, par exemple, la recharge de téléphone? Ma question. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de métro, vous avez parlé de stations qui permettraient de recharger, si je comprends bien, le métro. Donc, est-ce que cette énergie-là, elle pourrait être utilisée aux autres aussi, à tous ceux qui utilisent le métro? Merci, Mme Clour. En termes de politique de Wi-Fi, c'est certain que là, on est en déploiement du Wi-Fi partout dans notre réseau. Donc, évidemment, le prolongement de la ligne bleue va avoir le réseau Wi-Fi inclus. Après ça, en termes de stations de recharge et tout ça, malheureusement, je ne peux pas nécessairement vous répondre aujourd'hui s'il y a une vision future par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'analyses et d'études qui se font actuellement sur comment faire évoluer de façon virtuelle nos stations dans le futur. De là, vous dire exactement quels gestes ou quelles interventions qui vont être incluses dans nos stations futures, autant dans le réseau actuel que le réseau du prolongement de la ligne bleue. On va la prendre en note. On va vous revenir avec l'information. C'est là un bon exemple du type d'intervention, de consultation, d'opinion que la STM, qui peut bénéficier à la STM. Alors, je vous invite à en faire la suggestion dans le cadre de l'expression des opinions. Est-ce que vous avez une deuxième question, M. Bindi-Elouette? Oui, c'est une question un peu similaire, mais c'était de savoir, est-ce que vous avez parlé de zone client? Est-ce qu'il y a une intention d'avoir plus de places assises à l'extérieur, c'est-à-dire quand on n'est pas dans le métro? Par exemple, de mon souvenir, il n'y a qu'à Berry, UQAM quasiment, qu'on peut s'asseoir à l'extérieur, et dans les autres, faut se tenir debout, quoi. Voulez-vous dire à l'extérieur de la station de métro, ouais, ou à l'extérieur des quais? À l'extérieur des quais, c'est-à-dire quand on attend, par exemple, le bus ou souvent... Okay. Souvent, il y a peu de place assise. Bien, justement, c'est la bonne tribune. Monsieur, les consultations publiques concernent justement la conception des stations. Donc, ça, c'est une très bonne recommandation, proposition que je vous invite à nous écrire formellement. C'est des éléments qu'on va pouvoir remettre à nos architectes dans leur réflexion parce que oui, dans la conception des stations, on prévoit aménager des espaces publics au pourtour des stations. On veut encourager des pôles de mobilité, donc encourager les gens à pouvoir transiger par là, pouvoir s'arrêter, prendre l'information, faire des points de rencontre, pouvoir utiliser différents modes de transport. Donc, si c'est un élément important pour vous, je vous encourage fortement de nous écrire à cet effet. Okay. Merci. Merci. Je profite du moment pour vous rappeler que tous ceux qui veulent présenter des opinions, comme on prévoit déjà, il y a beaucoup d'inscriptions pour les soirées d'expression des opinions. Alors, un conseil d'amis, c'est toujours une bonne idée de vous inscrire à l'avance au bureau en arrière, à la table d'accueil. Ils pourront vous dire quoi faire, mais pour vous faire réserver une place à ce spectacle qui sera très couru, c'est toujours plus prudent de réserver et de s'inscrire à l'avance. J'invite Gilbert Bauer. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Oui, bonsoir. Comme vous avez dit tout à l'heure, avec la venue du métro dans ces secteurs-là, dans le secteur de l'Est de Montréal, il va y avoir aussi une politique où la Ville de Montréal va en profiter pour développer ces secteurs, que ce soit sur le plan résidentiel ou autre, commercial et autres.
Est-ce que vous avez des mécanismes qui sont prévus pour éviter un embourgeoisement ou une gentrification, on appelle ça une gentrification aujourd'hui, l'embourgeoisement de ces secteurs? Est-ce qu'il y a des mesures prévues pour éviter un trop gros embourgeoisement ou une trop grosse gentrification de ces secteurs? À part les mécanismes qui sont déjà en place à la ville de Montréal, qui apparemment ne sont pas très efficaces. Là, mais... Merci, M. Bauer. Je vais inviter M. Charest à se prononcer sans toutefois reprendre le récitatif de tout ce qui est déjà en place. Je crois que votre question vise des mesures particulières. Est-ce que j'ai le cas? Oui. C'est le cas? Merci. Merci pour votre question très directe puis fondamentale. Juste rappeler, la ville de Montréal et ses arrondissements ne sont pas des promoteurs immobiliers, c'est-à-dire que la ville ne fait pas du développement immobilier, elle met en place les conditions pour que le développement immobilier se fasse de façon adéquate et harmonieuse. La question de la gentrification, l'embourgeoisement, on le vit au quotidien à la grandeur de la ville. La réponse, malheureusement, que je peux vous donner, c'est à travers les gestes que la ville pose, notamment à travers un règlement qui va être adopté en 2021, le règlement sur la métropole mixte, qui va justement avoir cet équilibre pour nous assurer que les populations qui sont en place puissent demeurer en place et ne soient pas chassées parce qu'il y a de la spéculation foncière. Donc, c'est un outil important, un levier que la ville va mettre de l'avant, qui sera adopté en 2021. Donc, est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Probablement. Je pourrais, si vous le voulez, vous revenir avec d'autres mécanismes au niveau du service de l'habitation de la ville, qui malheureusement, il n'y en a pas de représentant ici, mais je pourrais vous fournir une réponse écrite, notamment s'il y a des mécanismes prévu en plus du règlement sur la métropole mixte. Okay. Monsieur Charest, est-ce que vous proposez que cette réponse soit transmise également à la STM pour qu'eux puissent la mettre sur leur site, le cas échéant, ou qu'il y ait un lien pour que l'information puisse profiter à tous les citoyens? Tout à fait. OK, merci. Est-ce que vous avez une deuxième question, oui, M. Bauer? Oui, j'ai une question. Est-ce que vous prévoyez, ça c'est un plan, c'est sur les points architecturaux des nouvelles stations, là, de prévoir plus de bancs sur les quais, de bancs pour s'asseoir en attendant le métro? Parce que là, actuellement, il n'y a pas beaucoup de bancs nulle part sur les quais là, pour pouvoir s'asseoir, pour attendre les métros. Il faudrait prévoir beaucoup plus de bancs sur tout le long des quais. Là. Est-ce que c'est prévu ça, éventuellement sur le plan architectural des nouvelles stations? En fait, il va en avoir des bancs en termes de nombre de bancs. Ça dépend aussi de la conception, de la disponibilité de l'espace. Mais un peu comme j'ai répondu à monsieur tantôt, c'est des éléments... L'objectif de la consultation, c'est justement de vous écouter sur des éléments qui sont importants pour vous en termes de conception. Donc, adressez-nous par écrit. C'est des éléments qu'on va pouvoir répondre transmettre à nos architectes concepteurs qui vont pouvoir les considérer dans leur conception. OK. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Notre 14e intervention sera faite par Mme Diane Sénécal. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. J'aimerais répondre à un monsieur qui s'interrogeait sur la cigarette et les problèmes que ça donnait, là. C'est pas très utile d'avoir un appareil parce que devant les portes, la loi indique que toute personne qui fume doit le faire à une distance de 9 mètres. C'est la loi, c'est affiché sur toutes les portes de métro et ça nous permet de pouvoir, surtout l'été, de pouvoir rester dehors avant d'aller prendre son métro et puis d'avoir de l'air frais. Et les gens qui ne le savent pas ou qui ne... Enfin, on a tout simplement le dire et en général, ça se règle à l'amiable. D'autant plus que quand on dit qu'il y a des agents non identifiés qui se promènent et puis c'est 400-700 $ la contravention, les gens prennent des bonnes distances. Mais ils ont leur place pour aller terminer leur cigarette, puis là, ils reviennent et on a en général de l'air. Je suis un petit peu inquiète d'installer des boîtes ou des trucs là. Faudrait que ça soit assez loin parce que c'est pas légal. Et puis de notre côté, faut pas non plus encourager les gens à
à fumer parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à quelque part où on peut fumer. Les gens, de toute façon, qui fument peuvent le faire parce que ils peuvent le faire ailleurs. Alors, de ce côté-là, c'est, comme je vous dis, c'est déjà réglé, puis c'est pour le mieux. On respire mieux, on respire bien. Et si on a besoin d'aide, on entre à l'intérieur du métro, on va voir l'agente ou l'agent de station, on en parle, ils se lèvent, puis ils viennent parler à la personne s'il y a lieu, puis ça se règle. Ça va bien, on se parle, ça marche. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre intervention, Madame Sénécal. Alors, je crois que cela conclut les questions pour ce soir. Je vous remercie de votre attention. Ceci met fin à la séance d'information. Permettez-moi de remercier vivement les représentants de la STM, de la Ville et des organisations qui les accompagnent. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont soutenu nos travaux aujourd'hui et un merci tout spécial à vous, citoyens et citoyennes, qui avez pris la peine de vous déplacer, vous avez pris la peine de poser vos questions et vous avez surtout été des participants très intéressés et courtois. Votre contribution est très, très appréciée. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous informer à la table d'accueil au sujet des différentes façons d'exprimer votre opinion et que toute la documentation relative au projet est disponible sur le site Web. La vidéo également de la séance de ce soir sera également disponible. Finalement, un petit rappel de ne pas oublier de remplir la fiche d'évaluation qui est très utile à la STM pour la préparation de ces prochaines consultations. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Soyez prudents. Bon retour à la maison.